Un des voleurs de temps qui rend difficile la priorisation, c'est la prise de décision. Et c'est ce que l'on va voir dans ce 4e module. Et pour commencer, on va voir justement quel est le chemin d'une prise de décision. Comme il n'y a pas de consensus sur le sujet, je vais te proposer 3 modèles théoriques, à toi de voir celui que tu auras envie de retenir. Premier des modèles théoriques que je te propose, c'est celui de la théorie des 3 cerveaux ou cerveau triunique. Cette théorie explique que l'on aurait 3 cerveaux à l'intérieur de nous. Alors c'est métaphorique, hein, on est bien d'accord, mais notre cerveau, il aurait 3 grandes fonctions, avec un premier cerveau qui serait le cerveau reptilien. Le rôle de ce cerveau serait de gérer tout notre fonctionnement biologique, tout ce qui va être le corps, l'instinct de survie et également la reproduction. Donc les battements de ton cœur, la respiration, lorsque tu te fais un bobo et que ça répare, ça, c'est ce cerveau qui s'en occupe. Un deuxième cerveau qui est le cerveau limbique, qui lui a en charge la mémoire et les émotions. Et enfin un troisième cerveau, le néocortex, qui lui va gérer la logique et la rationalisation. Avant de te présenter ce deuxième modèle, je voudrais te poser 2 questions. Si je te dis 4 x 3, et si maintenant je te dis 572 x 124, ce que tu viens de sentir en termes de différence d'approche, c'est ce que l'on va voir maintenant. C'est le modèle mis en exergue par Daniel Kahneman, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est le mode de fonctionnement où notre cerveau il va venir piocher dans nos souvenirs et il va venir nous proposer une réponse en faisant du lien entre ces différents éléments. C'est celui qui s'est activé lorsque je t'ai posé la question 4 x 3. Le deuxième, le système 2, c'est le supercalculateur. C'est lorsque le système 1, qui est notre mode de fonctionnement par défaut, il a vu qu'il n'avait pas la réponse, il a basculé, il a passé la balle au système 2 pour que lui, le mode supercalculateur, se mette en marche sur cette opération qui était beaucoup plus complexe. Chaque système est hyper intéressant et a son intérêt et ses points faibles. Le système 1, c'est un système qui va être rapide. Lorsque je t'ai posé le 4 x 3, le 12, il est venu de façon rapide, il est venu de façon automatique, et c'est un mode de fonctionnement qui est extrêmement économe en énergie, c'est pour ça qu'on a ce mode de pilotage par défaut. Le petit problème, c'est qu'il est incontrôlable et que du coup, c'est celui qui est par défaut, comme je te le disais. Le système 2, lui, il est vraiment intéressant parce qu'il va nous permettre de réfléchir, il va nous permettre d'appliquer notre logique, mais il va être extrêmement lent parce que faire des opérations complexes d'analyse, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça nous consomme énormément d'énergie et par nature, notre système privilégiant la survie, il va être paresseux et il va éviter de mobiliser ce système qui est gourmand en énergie pour garder de la réserve au cas où. Comme je te le disais, c'est le système 1 qui fonctionne par défaut, parce que si c'était tout le temps le système 2, imagine l'enfer que ce serait. C'est tu te lèves le matin, mais j'ouvre quel œil en premier, et puis je me tourne de quel côté, je mets quel pied en premier par terre, je t'explique même pas le choix des habits, et puis il est 19h et tu viens seulement de finir de t'habiller. Tu te rends bien compte que ce serait l'enfer. Et c'est pour ça que le système 1 est extrêmement important. Dans ses travaux, Daniel Kahneman, il a mis aussi quelque chose en exergue, qui sont les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, ce sont des raccourcis mentaux qui existent à l'intérieur de nous et qui vont venir impacter nos jugements et nos prises de décision. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir connaissance. Ces biais cognitifs, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, ils sont extrêmement utiles. Parce que si par exemple, tu es en train de traverser et qu'il y a une voiture qui arrive, c'est grâce à ces raccourcis mentaux que ton corps va se mobiliser et pouvoir esquiver la voiture qui est en train d'arriver. Parce que t'imagines bien, s'ils n'étaient pas là, ça ferait longtemps qu'on serait tous aplatis. Parfois, ces biais ils sont aussi intéressants parce qu'ils vont permettre de jouer avec de façon enfantine, bénigne, comme les illusionnistes qui vont s'appuyer justement sur ces modes de fonctionnement pour nous tromper quelque part. Parfois, par contre, c'est beaucoup plus grave lorsqu'il y a des lourdes pertes financières qui ont lieu. Par exemple, il y a Elf Aquitaine qui a perdu beaucoup d'argent comme ça dans les années 70, où il y avait une histoire d'arnaque qui a été mise en place et les patrons de l'époque ont cru
des poches de pétrole qui étaient en pleine mer, qui n'existaient pas, et ils ont investi énormément d'argent dans cette affaire, où finalement, il n'y a jamais eu de retour sur investissement. Et c'est aussi grave dans le sens où les biais cognitifs sont utilisés par le marketing pour faire des publicités qui vont venir beaucoup plus nous impacter et nous forcer quelque part la main à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. 3 choses importantes à comprendre et à savoir sur les biais cognitifs. Le premier, c'est qu'on est tous exposés aux biais cognitifs, il n'y a personne qui y échappe. Deuxième chose, t'as beau être un expert du sujet, t'as beau tout connaître sur le bout des doigts, ils vont quand même se réaliser. C'est impossible de les éviter. Tu vas pouvoir réagir après coup, mais sur le moment, tu peux absolument rien faire, tu ne peux pas en réduire l'impact et la mobilisation. Troisième point, c'est qu'il y en a plus de 250 qui ont été identifiés. Ce n'est pas un ou deux, c'est plus de 250. D'ailleurs, je te mets un lien en dessous de cette vidéo qui te permettra de connaître les principaux qui vont être intéressants pour toi déjà de connaître. Le troisième modèle théorique que je veux te partager, c'est celui de la théorie des parties. La théorie des parties, elle nous explique qu'à l'intérieur de nous, on a 2 grands niveaux. Un niveau dit conscient et des inconscients. La partie consciente est un module interprète des inconscients. Et les inconscients, alors moi j'aime bien les imager comme plein de petits bonhommes qu'on aurait à l'intérieur de nous, qui vont se battre pour remonter à l'inconscience et faire exprimer leur voix. Mais tous ces inconscients, ils vont quand même partager un seul et unique but, qui est le suivant. Équilibre de la personne, son homéostasie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça bouge et il ne faut pas qu'il y ait trop de changements, et sa survie pour la pérennité de l'espèce. Tous ces petits bonhommes, ils vont partager le même objectif, pour autant, ils vont chacun avoir un prisme partiel de lecture. Si je t'illustre ça pour que tu comprennes mieux, prends une personne qui est en train de fumer. Une personne qui fume, va y avoir des petits bonhommes à l'intérieur d'elle qui vont lui dire « je veux que tu fumes parce que moi ça me fait du bien, ça me détend, ça me sociabilise, ça me permet d'oublier ce souvenir horrible que j'ai, etc. etc. » Et puis tu vas avoir une autre partie des petits bonhommes qui vont être là de « c'est mauvais pour la santé, pense à l'avenir de tes enfants, etc. etc. » Et tant que ceux qui sont pour fumer sont plus forts, la personne continue de fumer. Et le jour où c'est les petits bonhommes qui demandent qu'ils arrêtent de fumer, qui l'emportent, et la personne arrête de fumer. Maintenant que tu as découvert ces 3 modèles théoriques, je vais pouvoir te présenter le chemin d'une prise de décision selon ces 3 modèles. Dans le cas de la théorie des 3 cerveaux, la prise de décision va commencer par se présenter au cerveau reptilien. Le cerveau reptilien qui gère les automatismes, le corps, la survie, il va ne se poser qu'une seule question, c'est est-ce que c'est dangereux cette décision qui est à prendre? Si c'est dangereux, ou tout du moins trop dangereux, la décision va être retoquée et il n'y aura aucune prise de décision qui sera faite. Si c'est pas dangereux, il va passer la main au système limbique. Le système limbique, lui, il va prendre la décision en faisant la balance entre le plaisir et la souffrance. Et en fonction de cette toutouille, il va prendre sa décision et ensuite, ça va passer la main au néocortex qui, lui, va chercher toutes les raisons logico-logiques de venir appuyer la décision. Oui, je suis bien en train de t'expliquer que ce sont tes émotions qui prennent la décision et pas le rationnel. Dans le deuxième modèle, le système 1, système 2, ta prise de décision, elle va venir se présenter au système 1. Le système 1, automatiquement, il va se poser la question de « Tiens, mais est-ce que je connais ça? Est-ce que j'ai les éléments qui vont me permettre automatiquement de trouver une réponse ?» Si oui, il fait sa toutouille et il te sort une réponse automatiquement. Sinon, il va venir passer la balle au système 2 pour mobiliser ce système 2 qui consomme plus d'énergie et qui, lui, va mouliner jusqu'à ce qu'il va trouver une réponse. Sachant que pendant tout le process, c'est-à-dire du début du système 1 jusqu'à la fin du système 2, il y a plein de biais cognitifs qui peuvent venir s'activer et qui vont être prêts à frapper et fausser la donne dans ta prise de décision, t'influencer par rapport à ça. Le troisième modèle, donc celui de la théorie des parties. La prise de décision arrive, il y a le module conscient qui va venir au travers de nos différents sens, l'ouïe, l'odorat, etc., capter les informations. Ça va redescendre
au niveau des inconscients qui vont se batailler entre eux et le gagnant va faire remonter à la conscience la réponse qu'il souhaite apporter. Personnellement, moi j'utilise le système 1 et le système 1, système 2 et la théorie des parties. Ce sont les deux modèles que moi j'utilise au quotidien dans l'accompagnement des personnes ou pour moi-même. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.